Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Le Grand Déballage qui s'intéresse naturellement à l'avenir du Sahel burkinabé. Nous avons quelqu'un bien averti de la question qui est notre invité de ce jour. L'ancien député maire de la ville de Dori, Aziz Diallo, est avec nous. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diallo. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Pour ceux qui vous regardent, pour ces millions de Burkinabés qui nous suivent sur les antennes de Burkina Info, comment vous allez? Je vais bien. La santé va bien, mais voilà, on aurait pu se porter mieux, comme on peut dire. Aziz Diallo, vous avez suivi les récents événements sur la route nationale numéro 3 à Ouagadougou. Comment vous les avez vécus, notamment cet engin explosif improvisé qui a attaqué un bus et puis ensuite le cortège de la gendarmerie qui a été frappé? C'était un choc. C'était un choc, mais on peut dire qu'on a vu venir. Parce que la sécurité sur l'axe Kaya-Dori s'est détériorée considérablement depuis plus d'1 an maintenant. Au point où on peut dire que sur ces 6 derniers mois, vous ne voyez quasiment pas de véhicules personnels entre Kaya et Dori. C'est que les sociétés de transport. Et donc tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans la région, tout le monde s'était rabattu sur les sociétés de transport. Et donc la nouvelle du car qui a sauté sur un explosif était un choc que jusqu'à présent que nous n'arrivons pas à absorber. Parce que cela marque quand même, si c'était vraiment le car qui était visé, c'est un tournant très dangereux sur la situation, pas seulement au niveau de l'axe, mais pour toute la région du Sahel. Parce que comme vous savez, c'est une des voies principales d'accès à la région. C'est à partir de cet axe que vous arrivez à Dori, que vous continuez à Gorom, ou à Seba, ou ailleurs au niveau de la région. Donc c'est très dangereux. Vous êtes choqué parce qu'il y a eu des interpellations qui ont été faites à plusieurs reprises. Est-ce que vous comprenez le laxisme, le silence des autorités par rapport à cette question sécuritaire de la voie, mais aussi l'état dégradé de cette route-là? Oui, bon, au-delà même des interpellations, l'armée même a déjà eu à tomber dans des embuscades, a même eu à essuyer des tirs sur cet axe. Je me souviens que l'année dernière, ça arrivait au moins à 2-3 reprises. Une des fois, c'était un convoi de la mine de Sakane qui a essuyé des tirs dans la même zone. C'est exactement, on parle vraiment d'un périmètre, d'un rayon de 5 km à peu près, entre Piscila et Tougouri, où il y a eu beaucoup d'attaques. Donc nous, on s'attendait quand même à ce que ce périmètre-là puisse être sécurisé, vu la récurrence des attaques. Mais c'est un point quand même qui est stratégique, parce que vraisemblablement, c'est à partir de là que ces groupes armés arrivent à se déplacer pour montrer un peu plus en profondeur dans le centre-nord, ou redescendre un peu plus vers le Sahel et même dans la région de l'Est. Donc c'est un carrefour qui est stratégique et tout le monde est donné à le constater, à le comprendre. Et donc nous attendions quand même à ce qu'il y ait des opérations militaires dans la zone pour pouvoir sécuriser, vu vraiment le côté stratégique de cet axe-là. À plusieurs reprises, vous avez interpellé. Nous avons eu à emprunter cette route. Et en octobre 2020, on avait fait cette photo-là entre Dori et Yalgo, l'état de la route qui était totalement foutu. On s'est posé la question, mais comment on peut laisser les choses arriver et ne pas prendre les mesures qui s'imposaient pour trouver une solution rapide? Oui, en fait, quand vous parlez de cette route, il faut même aller bien au-delà. C'est encore cette route que vous voyez dans la région du Sahel. Cette route, ça ressemble à du luxe. Parce que quand vous allez au-delà de Dori, vous avez pire que ça. Et les populations sont amenées à se déplacer sur ces voies. Et ça ne date pas de maintenant. Le déficit en matière d'infrastructure dans la région du Sahel date de très très longtemps. Il y a eu des efforts qui sont constatés, mais l'essentiel des efforts, c'était des petits travaux d'entretien. Et ces travaux d'entretien, en général, ne résistent même pas à une saison pluvieuse. Donc, je ne veux pas parler de Dori-Seba. On parlera de ça un peu plus loin. C'est pour dire que quand les populations voient cette route Dori-Yalgo... Elle est dégradée, cette route-là, quand même. Elle est très dégradée. Oui. Elle est très dégradée, parce qu'on ne peut pas la considérer comme... Ça ressemble plus à une piste qu'à une route. Et comme je l'ai dit, l'année dernière, il y a eu des travaux d'entretien qui ont été réalisés, mais ces travaux d'entretien ne sont pas réguliers, et le temps qu'ils se fassent... la saison pluvieuse arrive, et donc on n'arrive jamais vraiment à rectifier le tir à travers les travaux d'entretien. Parce que les travaux d'entretien, s'ils se font de manière régulière, ça vous permet de conserver quand même l'état de la route. Mais si vous faites 3, 4, 5 ans sans faire des travaux d'entretien et que vous revenez à la 6e année pour faire des travaux d'entretien, manifestement, il y aura un manque à gagner. Alors vous avez pris cette route-là, la dernière fois, c'était quand? La dernière fois, c'était il y a 3 semaines. J'ai pris la route jusqu'à Dori.
En véhicule privé ou avec un bus de transport en commun? En véhicule privé. Eh bien, vous avez pris un risque énorme. Il nous était revenu que vous étiez menacé. Oui, j'ai pris un risque parce que, bon, pour moi, quand les décrets ont été pris pour la dissolution des collectivités territoriales, moi, j'étais allé pour me préparer pour faire une passation de service. Donc, je suis allé à Dori. J'ai pris attache avec le préfet et le haut commissaire pour les informer que j'étais là. Pour moi, on allait me permettre de faire une passation pour qu'il y ait une continuité. Parce que le souci, c'est quand même qu'il y ait une continuité de l'administration au niveau de ces collectivités-là. Mais malheureusement, quand je suis arrivé, on m'a dit que ce n'était pas encore le moment pour cela. Par la suite, j'ai vu que les bureaux, il y a un arrêté pour demander que les bureaux soient scellés. Donc, je suis resté chez moi. Votre bureau a été scellé, hein? Vous n'avez pas pu emporter les documents? Je suis pas allé physiquement. Depuis que j'ai vu l'arrêté pour dire que les bureaux étaient scellés, je suis plus rentré à la mairie. Donc, j'étais à Dori, mais je suis resté chez moi. J'ai informé les autorités pour qu'au moment où une passation est indiquée, que je puisse faire passation. Et chaque fois quand vous prenez cette route-là, surtout ces derniers temps, est-ce que vous avez de l'angoisse d'être attaqué, d'être enlevé éventuellement? Absolument, absolument. C'est le calvaire que vivent toutes les populations quand elles prennent cette route-là. Mais vous semblez être une cible particulière qui peut être visée. Oui, c'est possible. Mais bon, vous voyez, avant qu'on ne communique la dissolution des collectivités territoriales, vous savez, c'est difficile de faire la part des choses parce que les populations, quelque part, elles sont là-bas. Le pire qu'elles veulent, c'est d'avoir le sentiment d'être abandonnées. Et ce sentiment-là est difficile à supporter pour elles. Est-ce que c'est le sentiment réel actuellement au niveau des populations du Sahel? Oui, c'est un sentiment qui est réel et c'est un sentiment qui date de très longtemps. Ça date des années. Et donc aujourd'hui, au moins ces dernières années, il y a des communes qui ont travaillé, des mairies qui ont pu faire un travail, donc ça rapprochait davantage l'administration de ces populations. Donc si du jour au lendemain, elles n'ont plus accès à ces personnes-là, elles se sentent délaissées. Parce que vous voyez, seulement avoir affaire à des forces de défense et de sécurité tous les jours, ce n'est pas encore une habitude au niveau des Sahéliens. C'est tout un choc psychologique parce que les rapports que les populations ont d'habitude avec les forces de défense et de sécurité, ce ne sont pas des rapports amicaux. Quand on voit un policier, un gendarme rentrer dans ta cour, dans ton village là-bas, du coup, tout le monde prend ses distances avec toi parce qu'on s'est dit que tu as dû commettre le pire des crimes. Donc aujourd'hui, pour effectuer ce changement de mentalité, pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir les forces de défense comme des forces oppressives, mais plus des gens avec qui il faut collaborer pour améliorer la situation, c'est un pas qui est toujours difficile. C'est un travail de longue haleine, comme on dit. Hein? De longue haleine, absolument. Mais vous avez été menacé physiquement? J'ai reçu des menaces. J'ai reçu des menaces. Pas physique, je n'ai pas été attaqué de manière physique, mais j'ai reçu des menaces et ça s'est fait sur la durée. On peut dire sur les premières menaces datent peut-être de 3 à 4 ans maintenant. Et j'en ai reçu à quelques reprises et bon, je me suis rendu compte que c'était suite à mes prises de position au niveau de l'Assemblée. J'ai eu à interpeller les autorités à un moment donné quand ces menaces-là se faisaient de manière précise. Vous n'avez pas été protégé à un moment donné, vous n'avez pas demandé une protection spéciale, parce qu'il nous était revenu qu'à un moment donné, vous avez demandé même un hélicoptère pour vous amener à Dori. Est-ce que c'est vrai? Non, je n'ai jamais demandé d'hélicoptère. Je n'ai jamais demandé de protection ni d'hélicoptère pour me rendre à Dori. Je n'ai jamais fait cela. À aucun moment? À aucun moment. Alors, restons sur le cas de Dori Ouaga. Les attaques se font pratiquement en pleine journée. Souvent, on se demande, mais est-ce qu'il y a véritablement une initiative de sécurisation de cet axe-là qui est très, très important quand même pour l'économie nationale? C'est une question qui est pertinente. C'est une question qui est pertinente, mais nous sommes des milliers, des centaines de milliers à se poser la même question. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui avons les éléments de réponse à cette question. Nous constatons que la situation se dégrade considérablement et sur la durée. Et nous ne sentons pas venir les opérations auxquelles on a le droit de s'attendre pour qu'il y ait une amélioration de cette situation. Je peux parler de l'axe Ouaga-Dori, mais même au-delà de cela, quand vous voyez l'axe Dori-Gorom, mais c'est encore pire. Il y a un processus de bitumage qui a été engagé. Il y a des travaux de bitumage qui ont été engagés depuis longtemps, mais l'entrepreneur a eu toutes les difficultés du monde. Il est toujours là. C'est vraiment, ses efforts sont à saluer parce que beaucoup auraient abandonné, parce qu'il a perdu. Il a même eu des employés qui ont perdu la vie, il a perdu du matériel, mais il est quand même resté engagé sur cet axe-là. Mais avec la situation, il n'arrive toujours pas à boucler ce bitumage. Donc il y a une partie
qui est déjà bitumée, mais le bitume n'est pas encore arrivé à Gorom. Mais même la partie qui est bitumée, bon, le bitume c'est bon, ça facilite la circulation, mais il faut quand même sécuriser, parce que la sécurité ne viendra pas qu'avec du bitume. Et ce tronçon-là, vu l'importance quand même de la zone, en fait c'est qu'on assiste à une espèce d'étouffement de la ville de Dori, de la région, et ça se fait graduellement. Et il est important que déjà qu'on envoie les signaux pour dire que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Et que, des attaques en plein jour sur l'axe d'Ori-Ouaga, finalement, ils n'ont plus peur de personne, visiblement, ces terroristes-là, quand ils attaquent. Non, ils n'ont plus. Les dernières attaques que nous avons vues en fin de semaine, c'est passé en plein jour. Les gendarmes, paix à leurs âmes, ont été tués, c'était en plein après-midi, c'était 15h, 16h, c'est à la lueur du jour. Et quand ils viennent dans ces villages, quand ils se promènent dans la zone, presque dans tous les villages de la région maintenant, ils ne viennent plus nuitamment, ils viennent en plein jour. Les gens le voient, ils arrivent, ils s'arrêtent, ils font des heures à l'intérieur du village, ils prennent ce qu'ils veulent prendre, ils disent ce qu'ils veulent dire, ils menacent qui ils veulent menacer, ils exécutent qui ils veulent exécuter. Et après, ils prennent tranquillement leur route et ils s'en vont. Parfois sur des grands convois, sur des distances. Ça ne veut rien comprendre. Prenons le cas de la ville de Dori. On a l'impression qu'il y a un travail méticuleux qui a été fait par ces terroristes-là, Seitenga, Gorgadji, tout autour de Dori. Ils avaient commencé déjà à prendre position jusqu'à ce qu'ils finalement puissent étouffer la ville de Dori elle-même. C'est vrai, nous sentons que l'étau est en train de se resserrer autour de la ville. Seitenga se situant au niveau de la frontière avec le Niger. Il y a beaucoup d'activités, une recrudescence des activités. Et tout porte à croire qu'ils ont même une présence de l'autre côté du territoire, juste au niveau de la frontière avec le Niger. Oui, c'est une escale là-dessus parce que la gendarmerie, la police, entre-temps même, étaient partis avant de revenir, ce qui nous était revenu comme information. Oui, il y a eu même des attaques, depuis les dernières attaques, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore repartis, mais il y a quelques mois, il y a eu une attaque massive à l'intérieur de la ville, où la mairie a été incendiée, la police, la gendarmerie ont tous été incendiés. C'est les forces militaires qu'on avait envoyées qui étaient là-bas, qui étaient en position de renfort. Les dernières informations que j'avais, c'est que c'était les militaires qui étaient encore en ville, mais les gendarmes et les policiers avaient replié sur Dori. Bon, je ne sais pas s'il y a eu des évolutions depuis ce moment, mais la situation était intenable parce que quand vous voyez le rythme des attaques qu'il y a eu dans la zone, au niveau de la frontière du Niger est plus en descendant, et même sur l'axe Seitenga-Dori, vous voyez que c'est stratégique pour ces terroristes-là de couper carrément le lien entre Seitenga et le reste du pays, Oui. pour pouvoir... le cas de Gorgadji, c'est la même chose. Gorgadji semble être l'une des premières communes isolées de Dori. Bon, Gorgadji, c'est une commune de la province. Gorgadji se situe sur l'axe Dori, Arbinda, Djibo. Il y a eu beaucoup d'attaques à Gorgadji. C'est une zone qui est très difficile. Nous avons quand même un détachement de la gendarmerie à Gorgadji qui s'accroche, qui arrive à maintenir. Et nous avons aussi des volontaires au niveau de Gorgadji. C'est ce qui fait que Gorgadji jusqu'à présent résiste. Et donc les attaques qu'il y a eu, c'est essentiellement sur l'axe Gorgadji-Dori. Et Gorgadji est approvisionné par Dori. Donc aujourd'hui, même les commerçants qui ravitaillent régulièrement Gorgadji sont obligés d'attendre qu'il y ait des escortes de l'armée qui vont pour pouvoir se suivre. Mais on ne peut plus circuler librement sur cet axe. Vous avez déjà été à Gorgadji ces derniers temps? Si, je suis allé à Gorgadji l'année dernière. Je suis allé au mois de novembre l'année dernière. En 2020 plutôt. 2020, il y a en novembre-décembre 2020, okay. J'y suis allé. Je suis allé voir la gendarmerie, je suis allé leur rendre visite parce que j'avais une nouvelle de tout ce qui se passait dans la zone. J'estimais que bon, c'était un risque à prendre, mais je me disais qu'il fallait quand même aller les voir. C'était pour les encourager et surtout partager quelques informations avec elles. Donc ma visite a duré 20 minutes à Gorgadji. 20 minutes. Voilà. Oui, je ne suis pas rentré à l'intérieur du camp, je suis resté... je voulais observer, je voulais voir de mes propres yeux. Parce que vous prenez souvent la parole, vous vous exprimez sur ces situations. Il ne faut pas vous baser sur ce que vous lisez ou que vous entendez. Donc je voulais voir, surtout voir comment ça se passait avec les volontaires qui avaient des réputations parfois sulfureuses dans la zone là-bas, voir le comportement, les attitudes. C'était un jour de marché à Gorgadji. Et donc ce que j'ai pu observer ce jour-là à Gorgadji m'a pu me faire quand même
une bonne idée de la situation, au-delà des échanges que j'ai régulièrement avec les populations de la zone. Est-ce que vous avez été choqué de voir le dispositif qui était sur place, que ce soit au niveau des VDP ou de la gendarmerie, les moyens qui étaient mis à leur disposition pour faire le travail? Bon, je peux dire que j'étais pas choqué parce que j'en avais eu vent, mais c'est pour dire que là-bas, j'ai constaté qu'il y avait quand même des liens très étroits entre les VDP et les gendarmes, mais je n'étais pas satisfait. Parce que je peux dire que c'est quand j'ai traversé toute la ville et quand je suis arrivé au camp de gendarmerie que j'ai vu les gendarmes. Mais dans la ville et à l'entrée de la ville, c'est les volontaires que j'ai vus. Bon. Et vous savez, dans la zone, il y a beaucoup d'accusations qui sont faites. Parfois des accusations fallacieuses, mais parfois des accusations qui sont fondées aussi sur les exactions qui sont commises aussi par les VDP. Il faut avoir le courage de se le dire. Et donc, quand vous voyez des VDP qui se promènent et qu'ils sont seuls à mener des opérations, vous avez des inquiétudes parce que vous vous dites que ce que les textes prévoient, c'est qu'ils accompagnent les forces de défense et de sécurité dans ces actions-là. Mais s'ils ont une certaine autonomie pour pouvoir se déplacer seuls, ce ne sont pas les 14 jours de formation des VDP qui font d'eux des militaires aguerris sur lesquels on peut faire confiance. Donc, ils peuvent jouer un rôle, mais c'est des supplétifs. Le supplétif, il est adossé. Tous les VDP ne sont pas logés à la même enseigne, quand même, il y en a qui font du bon boulot. Absolument, absolument. Je ne jette pas l'anathème sur tous les VDP. Et même dans la zone de Gorgadji et ailleurs, il y a des VDP qui font du bon boulot. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, qu'ils soient toujours très bien encadrés et que toutes les opérations qu'ils mènent soient menées conjointement avec nos forces de défense et de sécurité, comme les dispositions légales le prévoient. Parce qu'il y a une loi qui a été votée pour ces VDP et la loi est assez claire. Dori étouffé. Dori a combien de déplacés internes aujourd'hui? En tant que maire, vous avez quand même une idée du chiffre? Oui, nous sommes à peu près à entre 50 et 55 000 déplacés. Et en plus de ces déplacés, vous avez les réfugiés qui étaient au camp de Goudebo. Oui. Parce qu'il y a une relocalisation. On avait deux camps de réfugiés au niveau de la région, les réfugiés maliens. Il y avait les réfugiés du camp d'Inata et le camp de Goudebo. Donc d'abord, pour des raisons de sécurité, les réfugiés du camp d'Inata ont été déplacés à Goudebo, qui se situe dans la commune de Dori, sur l'axe Dori-Gorom. Et maintenant, pour des raisons de sécurité, tous ces réfugiés aussi maintenant sont revenus dans la ville de Dori. Donc eux, ils sont à peu près 3500. Donc si vous prenez 50 000 déplacés, 50 le chiffre ne peut jamais être très précis parce que c'est des choses qui arrivent et c'est tellement dynamique. Vous pouvez vous lever un matin et puis la veille, vous avez accueilli 1000 à 2000 déplacés de plus. Donc on peut parler d'à peu près, réfugiés et déplacés, vous parlez d'à peu près de 60 000 personnes dans la ville de Dori pour une zone urbaine qui compte habituellement 26 000 habitants. Presque le double de la population de Dori actuellement. Vous arrivez à les nourrir? Comment ça se passe concrètement pour l'aide alimentaire? Bon, l'aide alimentaire, ce ne sont pas vraiment les responsabilités de la collectivité. Mais vous êtes interpellé en tant que maire? On est interpellé. Oui. C'est du travail que le ministère en charge de l'action sociale a comme responsabilité avec les agences onusiennes. Nous sommes interpellés, nous jouons le rôle parfois d'intermédiaire entre ces déplacés et ces populations, mais c'est plus du ressort du CONASUR, du ministère de l'action sociale, avec l'appui des ONG, surtout les ONG onusiennes et les ONG internationales. Il y a de l'aide, il y a une réponse qui est apportée, mais on a parfois l'occasion de se rendre compte que cette réponse n'est pas suffisante, qu'il y a toujours des efforts à faire, surtout dans la prise en charge de ces déplacés. Est-ce que vous avez peur que Dori ne soit comme Djibo aujourd'hui, qui est bloqué, qui est isolé du reste du Burkina Faso? Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde devrait avoir peur. Parce que ce qui est arrivé à Djibo était arrivé au préalable à Mansilla et à d'autres zones. Ça arrive à Djibo, ça arrive à Dori, ça arrive à Nouna. On parle de Kelbo? On parle de Kelbo aussi? Oui, Kelbo, Kelbo, ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps. Quand vous allez dans la province du Soum, il y a beaucoup de communes qui sont complètement inaccessibles. Vous avez un semblant de vie à Arbinda, vous avez un semblant de vie à Djibo, mais le reste, les communes se sont vidées depuis très longtemps. Ou même ceux qui sont encore là-bas, tout le monde fait profil bas, tout le monde reste dans sa case. C'est pas des gens qui sont... On ne peut pas dire que c'est des gens qui vivent. Ils sont plus dans un réflexe de survie que dans un réflexe de vie. Et ça fait longtemps que ça... Kelbo, ça fait longtemps que ça dure. Mais Djibo, dans le même scénario Dori, dans le même scénario que Djibo, ça va être la catastrophe. Quand on regarde un peu l'axe, ça part jusqu'au Niger. Vous avez également donc la plus grande mine industrielle dans la localité et tout ça. Oui, c'est
En fait, on a l'impression de vivre un cauchemar. Donc, nous espérons que nous ne sommes pas les seuls à constater cela et que surtout ceux qui ont le pouvoir d'agir le feront avant que ça ne soit trop tard. Parce que déjà que ça arrive à Djibo, c'est quand même incompréhensible. Djibo, c'est pas une bourgade, c'est une ville, Djibo. C'est une capitale de province. Et nous avons quand même beaucoup de personnes et nous avons aussi des forces de défense et de sécurité qui sont à Djibo. Et on ne peut pas comprendre comment est-ce que on s'assoit et tout bonnement on laisse la situation se détériorer à ce point et qu'il n'y ait rien de fait pour rassurer ces populations-là. Les cris de détresse que nous entendons de Djibo sont effroyables. Des populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. C'est des gens qui se demandent finalement, est-ce qu'on nous entend? Est-ce que nous sommes toujours au Burkina Faso et ce qu'on est en train de dire, les signaux de détresse que nous envoyons, est-ce que quelqu'un nous entend? Et là, c'est inquiétant quand ça en arrive là. Parce que les risques après ça, non seulement il y a un risque de catastrophe humanitaire, mais même au-delà de cela, qu'est-ce que vous voulez que ces jeunes-là de Djibo qui se sentent délaissés, qu'est-ce qui peut être leur réaction? Il faut craindre le pire. Il faut craindre que ces gens-là, finalement, se disent que peut-être qu'il y a de nouveaux maîtres dans ce pays et que maintenant, on va se mettre à leur merci, on va se mettre à leur service. Il faut craindre tout cela. Donc Djibo, Gorom, Seba, dans toutes ces localités qui sont enclavées du chef-lieu de la région, on a peur de les perdre finalement dans les années à venir. Il faut avoir peur de perdre ces endroits, il faut avoir peur de perdre beaucoup plus que cela. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas s'en tenir là. Il y a quelques années, on ne les voyait pas à Djibo. On ne sentait même pas quoi que ce soit sur l'axe Ouagadougou. On parlait de Tinakov, on parlait de Nassumbu. Oui, c'est des zones un peu plus... De où encore c'est des zones qui sont un peu plus vers la bande frontalière. Oui. Donc la menace se faisait sentir là-bas. Donc ceux qui se disaient qu'ils pouvaient boire leur petit lait parce que la menace est au niveau de la frontière, aujourd'hui, j'espère qu'ils se sont réveillés. Parce que ce que vous voyez dans cette zone, mais aussi regardez ce qui se passe dans la zone de Nouna, dans la zone de Titao, dans la province du Loroum en général, et même dans la région de l'Est. Oui. Vous voyez ce qui se passe à Pama, et même dans la Kompienga. Pama encore ça va, mais Kompienga, vous voyez, c'est des gens aujourd'hui, en fait, quand on prend une carte de notre pays et qu'on essaie de mettre un peu des points, je m'amuse parfois à le faire. C'est pas drôle. Vous prenez une carte et parfois vous avez des informations qu'il y a eu des attaques, qu'il y a eu des exécutions. Vous mettez des petits points, des petits points. Quand vous regardez cette carte-là aujourd'hui, vous vous demandez mais qu'est-ce qui nous reste de notre pays? Qu'est-ce qui nous reste Là, c'est très grave. C'est vraiment grave. Oui. C'est vraiment grave. C'est à se poser cette question. Oui. Parce que poser la question à quelqu'un qui vient de la Kompienga, qu'est-ce qui reste de notre pays? Il va vous dire que cette zone-là, on ne l'a plus, on l'a perdue. Posez la même question aux gens dans le nord du Soum, ou même dans le sud, même dans la zone de Mangodara, et ainsi de suite. Oui. Mais les gens se disent qu'on est en train de perdre des pans de notre territoire. Bon. On espère que je ne veux pas être encore plus alarmiste que la situation ne le commande. Vous n'avez aucun intérêt, on pourrait le dire, hein, parce que vous êtes un Burkinabé. Aucun Burkinabé ne doit être fier de dépendre en noir son pays, en la absolument, limite. Absolument, mais la situation aujourd'hui commande que les uns et les autres se mettent debout. Et ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens, qui se disent qu'il y a du travail à faire et qu'il faut se lever et que ce travail-là, comme disent les Américains, c'est du travail pour hier, ce n'est pas le travail pour aujourd'hui. Alors, je veux qu'on fasse une escale sur la région du Sahel. Aucune province n'est reliée au chef-lieu de la région d'Ori par le bitume. Non, aucune province n'est reliée. À part Ouaga, je ne parle pas de l'axe Ouagadougou, qui est la RN3, je ne parle pas de ces. Oui, non, à part les travaux qui étaient en cours pour le bitumage de Dori-Gorom, il n'y a aucun autre bitume dans la région du Sahel. Et c'est pire. Encore au moins, quand vous quittez Dori pour aller à Seba, vous avez une piste qui est quand même assez accessible en latérite. Mais quand vous quittez Seba et que vous allez à Mansilla, ou vous allez à Titabe ou à Tanko-Gounadji, mais pendant l'hivernage, celui qui est à Mansilla pendant l'hivernage, c'est en pirogue qu'il peut même relier Seba. L'ambulance qui est au CM de Mansilla, pendant l'hivernage, ne peut pas amener un malade à Seba. Ils étaient obligés de bifurquer par Liptougou pour descendre dans la région de l'Est. Parce que même des pistes pour relier ces communes au niveau de cette province sont inexistantes. Donc le bitume, c'est du luxe dans cette zone-là. Mais on n'a pas besoin forcément de bitumer. Peut-être que c'est un scénario idéaliste, mais au moins en termes de réalité et vraiment de besoins primaires, on ne peut pas concevoir que s'il y a un malade à Tanko-Gounadji ou à Mansilla et que le CHR est à Dori, qu'il n'y ait pas de voie
pendant l'hivernage pour évacuer un malade. C'est difficile. C'est difficile à même en concevoir. saison sèche, hein, parlons-en actuellement, est-ce qu'on arrive à évacuer aujourd'hui les malades vers le chef-lieu de Dori, vers le CHR de Dori? Aujourd'hui, pour des raisons sécuritaires, moi j'ai eu des parents, j'ai de la famille du côté de Mansilla, et ils ne peuvent pas sortir de Mansilla. Ils ne peuvent pas sortir de Mansilla. Les femmes peuvent le faire sur des charrettes, et elles, on les laisse partir. Mais les hommes ne peuvent pas sortir de Mansilla. Ils ne peuvent même pas sortir. Je veux dire, Mansilla est coupé et Mansilla, c'est une commune. Hein. Mansilla est coupé de Seba, est coupé du reste du Burkina depuis très longtemps. Et personne n'en parle. Hein? Personne n'en parle. Et Oui. même en termes d'approvisionnement, il n'y a absolument rien. Il y a eu des signaux de détresse qui ont été envoyés depuis l'année dernière. Le marché de Mansilla, on ne pouvait même plus. Il n'y avait rien. Et même en termes de denrées de première nécessité, il n'y en avait pas. Et cette situation, c'est Mansilla, mais aujourd'hui, ça commence à s'élargir. On peut dire qu'aujourd'hui, à part Seba, dans la province du Yaga, à part Seba, la situation est en train graduellement, sensiblement la même dans toutes les autres communes. Donc le CHR de Dori ne couvre plus pratiquement la région du Sahel, il faut le dire de façon claire. Non, le CHR ne couvre plus. Les ambulances prennent parfois toujours le risque entre Gorom et Dori, et même Seba et Dori, mais au-delà, à ce que je sache, à moins que les techniciens ne viennent me contredire, c'est essentiellement les populations de la zone de Dori et les déplacés. C'est pour cela que le CHR, ce n'est plus un centre hospitalier régional. Parce que le centre hospitalier régional, la région du Sahel, à ce que je sache, il y a 4 provinces. Il y a le Soum, il y a le Sénou, il y a l'Oudalan et il y a le Yaga. Mais le Soum n'a jamais été relié par une bonne voie praticable en toute saison avec Dori. Ça n'a jamais été le cas. Donc, tout comme Dori, Kongoussi, hein, c'est le même scénario où il n'y a pas de bitume. Oui, donc Kongoussi, les gens du Soum préfèrent descendre vers Kongoussi et Waiguia pour les soins plutôt que d'essayer de venir au CHR de Dori. Donc Kongoussi, c'est une autre région, ce n'est plus la région du Sahel. Donc à ce moment, je veux dire, l'aspect région est difficile quand vous n'avez pas ces infrastructures, quand vous n'avez pas ces facilités de déplacement. C'était déjà le fait à cause du déficit en termes d'infrastructures routières, mais maintenant avec la sécurité, c'est encore pire. On ne peut pas imaginer aujourd'hui quitter Dori pour aller à Djibo. Alors, on parlait du marché de bétail de Dori, le marché de bétail de Djibo. Est-ce que tout cela existe encore? Oui, le marché de bétail de Dori existe, tant bien que mal. Parce que vous savez, ces marchés sont tous interconnectés. Et donc, le marché de bétail de Dori, l'approvisionnement vient de Djibo ou de Déou, et de là aussi, même avec le Mali. Donc, c'est des marchés qui sont tous interconnectés. Donc, à partir du moment où ces zones aujourd'hui sont difficiles d'accès, donc vous sentez qu'au niveau du marché à bétail de Dori, l'approvisionnement est de plus en plus difficile. Mais le marché, quand même, continue de fonctionner. Mais